Je m'appelle Maxime, je suis étudiant à l'université de Nanterre. Je viens de finir la licence d'anthropologie, anthropologie sociale, et là je rentre en M1 de préhistoire dans la même université. C'est étrange, mais là la seule chose auquel je pense, c'est les fouilles à l'aéroport. Ça, je sais pas si ça a trop un rapport, mais là je pense à ça. Mais je pense que en dehors de l'archéologie, j'entends rarement le mot fouille, quoi. S'en mettre plein les fouilles, c'est se faire plaisir. Moi je l'entends comme ça, c'est se remplir les poches, être un peu dans l'abondance. Et la fouille, ça permet de s'en mettre plein les fouilles? Bah on aimerait bien, mais disons que ça dépend du niveau de tamis, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, sur la fouille de Régissement par exemple, on est sur des objets qui sont très très petits. J'ai fait des fouilles précédentes où les objets là, on les aurait même pas relevés, ça serait passé dans le tamis, on les aurait mis dans une barquette. Donc on prend ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on a, mais ouais, ça sert à ça. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous reconnaissez un peu les lieux, mais même pour savoir exactement où on est, c'est pas évident. Bah, le mot fouille, pour moi, il signifie... Il y a un aspect qui est purement scientifique, dans le sens où c'est une étape qui est obligée. Pour pouvoir produire une connaissance scientifique, il faut amasser du matériel et essayer de comprendre un peu la spatialité de l'environnement dans lequel étaient les gens qu'on étudie. Mais c'est aussi, et je pense que c'est indétachable, c'est une expérience humaine parce que c'est une vie en communauté en fait. On ne peut pas être chez soi, aller fouiller sur un site et rentrer chez soi, on est obligé de vivre là où le site est, ou en tout cas être à côté. Du coup, c'est et une expérience humaine et en même temps de la science. Et des fois c'est un peu un prétexte. On se sert aussi des fois de la science pour vivre quelque chose d'humain et l'inverse. La préparation pour survivre. Déjà, le corps, il faut savoir que le fouiller c'est quelque chose de très physique. Je pense qu'il ne faut pas avoir de problème de dos ou de ce genre de choses. On dort bien quand on rentre le soir parce qu'on a bien bossé. Et par rapport à l'esprit, je pense qu'il faut être constamment concentré et c'est un éveil des sens un peu particulier parce que quand on commence à fouiller sur un site, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et du coup, on va voir un objet et ça se trouve c'est une coquille d'huître, ça se trouve c'est un silex. Et des fois, on se rend compte qu'on utilise des sens auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple, je sais que moi, quand je gratte, je me rends compte que la terre est trop sèche. Parce que j'entends le bruit que ça fait et je me dis non, là le bruit il est un peu métallique, c'est bizarre, ça gratte plus bien. Donc ouais, on utilise un peu tous nos sens quoi. Ouais, la langue aussi, ça arrivait pas ici mais des fouilles dans une grotte où en gros on avait des gros os et des gros silex et les os étaient, il y avait une réaction avec du manganèse qui faisait qu'ils étaient tout noirs et les silex étaient aussi très bruns et du coup en fait on utilisait notre langue pour essayer de voir si ça collait ou pas, parce qu'en fait l'os a tendance à coller un peu et le silex moins. Donc on peut utiliser cette technique. Ouais. Mais au début j'ai cru que c'était du biseautage, mais en fait j'ai vu les autres le faire et c'était vrai, on le fait vraiment. Et le toucher énormément, ouais. Le toucher énormément, pour voir les porosités de quelque chose. Et par exemple, je sais que le silex, une des façons de le reconnaître, c'est que ça peut être très très lisse en fait. Il y a très très peu d'aspérité sur un silex comparé à d'autres roches, ou même des os. En fait, le sol sur lequel vous marchez, vous remarquez qu'il est extrêmement dur. Et même les vignes, elles ont un peu de mal à traverser ce sol-là. Donc en fait, elles traversent la terre labourée, et quand elles arrivent sur les niveaux en place, en fait, elles s'horizontalisent. En fait, et donc on les retrouve dans les sillons de charrue. Donc pour nous, c'est intéressant parce que comme ça, on peut topographier l'horizon de défonçage, quoi. Donc on sait qu'au-dessus, évidemment, c'est complètement niqué. Par exemple, là, au-dessus, là où vous êtes assis, c'est râpé. Alors ceci dit, ça a évolué depuis les années 60 parce que malheureusement, avant, donc, ils labouraient dans ce sens-là. Et à partir des années 60, ils ont labouré dans ce sens-là, dans le sens de la pente. Ce qui est bien, là aussi, c'est lié au tracteur. On nous demande de différencier déjà plusieurs types de cailloux. Enfin, c'est bête à dire comme ça, mais c'est pas facile à voir. Et dans les types de cailloux, il faut qu'on arrive à reconnaître les traces anthropiques. C'est quelque chose de sensuel dans le sens où c'est l'essence. Par exemple, quand j'étais à la fac, on avait des cours d'industrie lithique. Et à un moment donné, notre prof il me dit « Non, mais prends le caillou, touche-le et ferme les yeux. Parce que si tu veux, par exemple, trouver le bulbe d'un outil, tu vas pas le voir avec tes yeux, sauf s'il est très prononcé. Donc il faut que tu passes ton pouce, que tu le sentes et il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Et du coup, je pense que c'est ouais, avant tout une machine à reconnaître les choses. On se sert de notre corps, ouais. On n'est pas des machines parfaites, quoi. Il y a plein de choses qu'on n'arriverait pas
Si un outil va nous dire que telle donnée c'est ça, il ne faut pas la prendre bêtement, il faut l'utiliser comme un outil et dire ok, ça me donne ça comme information, mais moi qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je suis d'accord avec ça? Faut voir ça comme une aide, pas comme quelque chose qui va te donner la vérité. Parce que sinon je pense qu'on fera plus confiance aux personnes qui ont conçu cet outil qu'aux archéologues. Et ça je ne pense pas que ça soit une bonne tournure à prendre. Les machines sont très performantes pour faire une seule tâche. C'est-à-dire elles sont capables de reconnaître telle chose ou telle chose. Mais le croisement des données, ça, je pense que ça a l'air d'être quelque chose qui n'est pas tout à fait maîtrisé pour les machines, alors que les archéologues, c'est un peu leur métier, quoi. Et je veux dire, même si un bon archéologue arrive à prendre plusieurs paramètres en compte, c'est forcément un travail d'équipe. Enfin, on est obligé de travailler avec des géologues, géomorphologues, archéozoologues, parce qu'il y a tellement de spécificités qu'on ne peut pas tout connaître. Et un archéologue tout seul, tu peux lui donner une pioche, une pelle, il fera rien tout seul, quoi. C'est pas possible. On mobilise l'intuition dans le sens où, par exemple, là, quand je fouille sur mon carré, j'arrive, en tout cas j'espère, à être un peu prédictif, dans le sens où, sur le carré où je suis, le silex n'est pas tout à fait le même que ceux dans l'autre tranchée. Il est plus blanc et on a aussi un silex, alors je crois que ça s'appelle jaspéide ou quelque chose comme ça, qui est marron avec des petits points noirs, et celui-là, à chaque fois que je l'ai trouvé, il n'était pas en place, il était dans le tamis, et ça m'a un peu énervé, mais je me suis rendu compte que c'était un endroit où je grattais, et du coup je sais que par exemple quand je suis dans le carré dans le sud-ouest, j'y vais plus lentement parce que je sais que potentiellement je peux en avoir. Par exemple, on est en train de fouiller un foyer, et du coup c'est des teintes de couleurs qui changent dans la terre, sauf que tu passes d'un sédiment marron à une terre un peu plus noire, à une terre un peu plus rouge, à une terre un peu plus brune, et du coup des fois en fait faut se faire confiance, parce que si tu commences à scruter la terre comme ça et à te dire bon bah dès que je vois une tache rouge je m'arrête, bah en fait la tache rouge tu vas la voir si tu as envie de la voir, et si tu n'as pas envie de la voir tu la verras pas. Du coup il faut vraiment se faire confiance. Ce qui passe dans le corps du fouilleur, bah, les fouilles c'est quelque chose de très physique. Il y a plein d'archéologues qui ont le dos détruit, plein de petites coupures aux mains à cause des truelles. Des fois tu t'assois sur une épingle aussi, ça arrive, ça m'est arrivé tout à l'heure. Les conditions de fouille, au-delà de ce qu'on fait, par exemple quand j'ai fouillé en grotte, c'était beaucoup plus facile. Là on est à l'air libre, et des fois il n'y a pas un pet de vent, il n'y a pas de nuages, on est dans le sud de la France, il fait chaud. Je prends des coups de soleil même si tu te badigeonnes de crème, donc ouais ça laisse des marques. Tu reconnais ceux qui ont fait 2 mois de chantier avant et ceux qui viennent juste d'arriver en général. Ouais. Il y a le côté éreintant dans le sens où c'est une concentration permanente, c'est-à-dire que l'archéologie c'est une méthode qui est destructrice, et du coup à un moment donné on est les seuls à voir pour la dernière fois l'objet en place dans le carré, et du coup je pense qu'on a ce devoir de restitution et d'archives pour que les gens qui vont passer après nous puissent avoir l'idée la plus proche de la réalité de comment c'était, et pour pouvoir continuer à étudier ce qu'on a étudié, parce qu'un tel ne sera pas d'accord avec nous, voilà machin. Émotionnellement, le fait de voir même un bout de silex, alors c'est plus impressionnant avec des gros outils, mais même un bout de silex, se dire, ou un os, ou même le foyer, se dire que ça c'est une part de l'histoire de l'humanité qu'on est en train de découvrir, d'étudier, et qu'on va faire découvrir, et qu'on va détruire, c'est une grosse responsabilité sur les épaules, et ça c'est très stressant, mais c'est aussi ce qui nous motive. Parce que avant de fouiller, souvent on a un parcours universitaire, donc ça veut dire qu'on a étudié l'histoire des gens qui ont fouillé avant nous, et c'est quelque chose d'assez fascinant, quoi. Et du coup on se dit bah j'aimerais bien le faire, et sauf qu'une fois qu'on est sur le carré, on a la pression. Moi je me souviens la première fois que j'ai fouillé, j'ai pris la plus petite truelle et j'y suis allé tout doucement parce que je voulais pas faire de bêtises, quoi, parce que je me suis dit si je fais n'importe quoi, c'est juste trop grave, j'ai pas le droit de le faire. Et ils m'ont tous tapé derrière l'épaule, ils m'ont dit non mais vas-y, tu t'avanceras pas là, il faut y aller, et gratte, et puis au pire si tu te loupes, bah, c'est pas grave, ça fait partie on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. J'ai entendu cette expression tout à l'heure, c'est vrai pour l'archéologie, quoi.
D'ailleurs c'est marrant parce qu'on parle souvent de mission, surtout quand on part à l'étranger. Ouais, je pense qu'on peut parler d'une certaine forme de devoir. C'est une part de l'humanité qu'on est en train de fouiller et c'est une humanité qui a laissé très peu de traces et c'est une humanité aussi qui nourrit énormément de fantasmes. Le nombre de fois où on m'a posé des questions où j'avais pas la réponse et où après quand j'ai eu des éléments de réponse, je me suis dit mais en fait ouais, on fantasme beaucoup les humains de la préhistoire quoi. Et des fois ça sert aussi pour des choses très concrètes du présent à légitimer par exemple des habitudes qu'on a où on va dire bah regardez les hommes préhistoriques faisaient comme ça, du coup c'est naturel. En fait on se rend compte que c'est pas naturel parce qu'il y a d'autres gens qui font pas comme ça et eux si on pense qu'ils font comme ça, c'est pas parce qu'on a des preuves qu'ils le faisaient, c'est parce que nous on voulait que ça soit comme ça et du coup vu qu'on s'est dit ils sont préhistoriques, ils sont pas touchés par la culture, ils devaient faire comme ça. Donc on a aussi un rôle je pense très ancré dans la réalité, dans le présent de déconstruire justement des mythes. J'ai lu Graeber, j'ai lu Marcel Mauss. J'ai fait 3 ans d'anthropologie plutôt sociale et vraiment tourné sur l'ethnologie et l'ethnographie. Même si je me suis vite rendu compte que l'archéologie et la préhistoire ça me plaisait et que je voulais prendre cette direction-là. Quand je suis rentré en anthropologie, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait un parcours de préhistoire. Et ça m'a étonné parce que je me suis dit bah, la préhistoire c'est pour les gens qui font un parcours d'archéologie ou d'histoire de l'art. Et au fur et à mesure de conversations avec un ami qui avait juste fait la L3 d'anthropologie et qui avait fait le master de préhistoire, en fait on en est venu à la conclusion qu'on fait des sciences sociales. C'est juste que nous on ne peut pas devenir ethnologue parce qu'on étudie les sociétés du passé. Du coup on étudie les restes de ces sociétés-là, mais c'est juste qu'on se pose basiquement les mêmes questions. Alors c'est dur des fois de répondre parce qu'on n'a pas les éléments, mais on essaye en tout cas d'avoir la rigueur pour pouvoir donner des éléments de réponse, quoi. On va dire que depuis l'oppidum, depuis l'âge du fer récent, oui, là il y a une continuité qu'on peut prouver. Et on a tout le temps, tu vois, on a de l'âge du fer récent, on a du gallo-romain. Déjà quand on arrive en fouille, en général, on est excité parce que c'est quelque chose qu'on prépare depuis en général avant le mois de mai, avril-mai, tout ça. Donc, et puis ça dure pas toute l'année, quoi. C'est 1-2 mois en général on peut fouiller dans l'année, donc on arrive tout excité. Ce qui m'est arrivé, c'est que le premier jour, je me suis donné à fond, je me suis bloqué le dos. Donc la fatigue et le choc physique, je l'ai senti tout de suite. La fouille, il faut le voir comme un marathon en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas se donner tout le temps à fond parce que tu ne tiendras pas un mois comme ça. Et aussi, il y a une autre fatigue émotionnelle qui est liée au fait qu'on vit en communauté. Par exemple, moi je suis quelqu'un de base plutôt d'introverti et casanier. Vivre avec 5 personnes dans la même chambre et tout le temps avec des gens, il y a des profils pour qui c'est quelque chose d'émotionnellement éreintant. Et des fois, on a un petit blues. Shooting. 3.729. Fouiller, c'est le meilleur moyen d'apprendre à fouiller. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions, à observer. Et il faut arriver avec beaucoup d'humilité. Il ne faut pas se dire, moi je sais, moi j'ai eu tant de cours sur l'industrie lithique, je sais ce que c'est. Tu sais pas. Tu sais pas fouiller, il faut arriver avec beaucoup d'humilité et se dire bon, je suis là pour apprendre, je suis pas là pour devenir une star, je suis pas là pour machin. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser, je pense. Se mettre à genoux et se relever, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup toute la journée. On utilise énormément le poignet et la truelle. En général, il faut bien choisir sa truelle. On a plusieurs truelles différentes en fonction de la forme, de la souplesse et tout. Je sais que les 2 premiers jours, je les ai toutes essayées parce qu'une fois que tu trouves la bonne, c'est beaucoup plus simple, quoi. Parce que sinon tu te casses le poignet, c'est pas marrant, puis tu vas passer beaucoup de temps avec, donc mieux vaut l'aimer, quoi. François, je sais pas si c'est de l'huître ou pas, ou si c'est autre chose. Oui, j'ai appris quelque chose en fouillant et je m'en suis rendu compte cette année, il n'y a pas longtemps. C'est par rapport à la persévérance en fait, parce que quand on a ouvert le site, on n'était pas du tout en train de faire ce qu'on fait de la fouille fine, on était en train de bêcher pour racler de la terre et ça nous a pris bien 5 jours. Après avoir fait ça, je suis resté sur le même carré et j'ai fait de la fouille fine. Et je voyais tout le monde sortir des objets, sortir des os, sortir des machins, et moi j'avais rien du tout. Et du coup, il me taquinait un peu et à un moment donné, j'ai cru que j'avais de l'ocre et du coup, je suis allé le voir Romain, je lui ai montré, il m'a dit oui, c'est de l'ocre. Ils m'ont tous applaudi, nanana, ils se font un peu foutu de ma gueule. Après, François est venu, il a dit non, c'est juste un gravier. Et du coup, là, ils ont encore plus applaudi. Du coup, après, j'ai changé de carré, sauf que sous ce carré,
En fait, maintenant, il y a plein de matos qui est en train de sortir. Et du coup, je me suis dit, mais si j'avais gratté un peu plus fort, si j'avais persévéré, si je m'étais écouté en même temps, parce que je me disais, bah attends, si tout le monde à côté de toi a quelque chose et que toi, t'as rien, c'est que tu le vois pas. C'est pas possible que toi, t'as un carré d'un mètre sur un mètre où il n'y a rien. Et en fait, si, c'est possible. Il fallait juste persévérer. Donc ça, c'est une belle leçon que j'ai appris. Ouais. Ah oui, Alors, on va y aller. Je commence par te prendre l'angle nord-est. Moi, j'ai qu'un seul élément de comparaison avec la méthodologie parce que c'est ma deuxième fouille. Ici, c'est très très rigoureux sur le relevé, par exemple. On relève des éléments qu'on ne relèverait pas ailleurs. Ah oui, j'attends. Voilà. Quand on est fouilleur bénévole comme ça, je pense que la frustration, elle est assez faible. Je pense que les gens qui sont vraiment frustrés, c'est François et Romain, qui aimeraient peut-être avoir plus d'éléments pour travailler. Moi, je me sens juste chanceux, en fait, de pouvoir être là et pouvoir participer à ça, et de pouvoir m'enrichir et peut-être un jour gérer une fouille. Peut-être que ça vient du parcours d'anthropologie, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, à la fac, on m'a appris à déconstruire les choses que je pensais. J'ai un réflexe un peu de l'autodéfense intellectuelle, où en fait, quand j'ai une image trop précise d'un aurignacien, je me dis c'est pas possible que ça soit ça, donc forcément tu te trompes, donc déconstruis cette image. À part ce qu'ils nous ont laissé, c'est dur de les imaginer, et puis ce site il est quand même vachement bien par rapport à l'ethno-archéologie, quoi, parce qu'on a plein de foyers. En plus, les foyers, on se rend compte que ils n'ont pas fait les mêmes activités et que c'est très spécialisé, quoi. Par exemple, là, il y a un foyer que François est en train d'ouvrir. Il n'y a quasiment pas de matériel autour. Et on se dit comment ça se fait qu'il y a un foyer sans matériel. Est-ce que c'est là où il dormait? Si c'est là où il dormait, c'est bizarre parce qu'a priori, vu la topographie du truc, ils n'étaient pas du tout abrités et c'était un des pires endroits pour se mettre. Même quand on essaye de réfléchir à qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, à quoi ça ressemblait, et puis forcément aussi, ton imagination, elle va puiser dans des exemples ethnographiques. Tu penses à toutes les sociétés de chasseurs, cueilleurs, collecteurs que tu penses et tu essayes de les transposer. Et je me dis, mais des fois, j'ai des questions un peu bêtes, enfin pas bêtes, mais des questions où je sais que j'aurai jamais la réponse. Par exemple, je me questionne sur la parenté. J'essaye d'imaginer c'était quoi leur parenté alors que j'ai aucun moyen d'y répondre, quoi. Mais c'est des choses, je trouverais ça tellement intéressant de pouvoir savoir ça, quoi. Déjà, je pense qu'on n'a jamais trop d'archives, surtout que même si au moment où on les fait, on a l'impression qu'on en fait des caisses, les archives, ça se perd, les formats, les supports sur lesquels on les a fait, ils se détériorent, ils changent. Par exemple, là, on prend les carrés en photo et après on note dessus. On pourrait se dire que c'est bon, j'ai la photo, sauf qu'en fait, l'encre d'imprimante, dans 100 ans, on ne sait pas comment elle sera, quoi, donc on repasse dessus, donc il n'y a jamais trop d'archives. Ça pourra toujours servir. Si c'est pas aux archéologues, ça servira aux ethnologues. Si ça ne servira pas aux ethnologues, ça servira aux sociologues. Ça pourra que servir. Donc je pense que c'est très bien et je pense que ça peut aussi justement ce que tu fais permettre à casser des mythes. Ou par exemple, quand je dis à mes amis que je fais de l'archéologie, je suis Indiana Jones, je suis Lara Croft, je suis tout ce que tu veux, alors que c'est très loin de ça. En fait, je suis plus proche d'un maçon ou d'un ouvrier, quoi, parce que je passe mon temps à gratter de la terre, à trier de la terre et tout. Donc je pense que ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut filmer? Si on veut être scientifiquement rigoureux, j'ai envie de te dire tout, mais je pense que c'est pas possible. Au-delà de ce qu'il faut filmer, je pense que le plus important, c'est de pas dénaturer ce qu'on a filmé. Trouver le juste équilibre entre monter la vidéo pour qu'elle soit regardable et compréhensible, parce que juste des images brutes, je pense que c'est juste imbitable. Et en même temps, pas trop se perdre dans la narration, parce que je pense que quand on monte un film, on monte ce qu'on a envie de monter et on montre ce qu'on a envie de montrer. Et je pense que le piège, il est là, c'est de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter et de ne pas laisser la place aux gens pour juste arriver à sentir ce que eux vivent, même si c'est très compliqué avec juste une image et du son, quoi. Juste ça, c'est compliqué. On sent pas le vent, on sent pas le chaleur. Là, je suis en train de cramer, c'est impossible à sentir. Mais si le film sert à parler du site et parler des Aurignaciens ou des Magdaléniens, je pense que c'est quelque chose de totalement différent que si on parle des archéologues et des fouilleurs et qu'est-ce que ça fait de fouiller et qu'est-ce que ça fait d'être un archéologue.
C'est bien de montrer aux gens à quoi ça ressemble, c'est super, mais je me dis que des fois, on aime bien les fantasmes qu'on a. Et par exemple, je sais, j'ai un grand frère, et j'ai même des amis, ils me parlent de mammouths tout le temps. Moi, des mammouths, j'en ai pas vu beaucoup. Moi, j'ai passé mon temps à examiner des cailloux. Et des fois, je leur dis pas trop que je vois pas de mammouth parce que ça les fait kiffer. Et je me dis que si c'est ça la porte d'entrée pour eux à l'archéologie et s'intéresser, bah écoute, amuse-toi avec les mammouths. Et puis après si un jour tu te rends compte que l'archéologie c'est autre chose ou voilà, bah tant mieux pour toi. Même en ayant fait un parcours de préhistoire, avant que je fouille, j'avais une image très fantasmée de ce que c'était qu'un chantier. Donc je pense que c'est pas possible de s'approcher assez près de la réalité sans l'avoir fait, juste avec une restitution de l'image. Ou alors peut-être dans vraiment une visée ethnographique peut-être, mais je pense que c'est des films qui sont quand même pas forcément très accessibles pour le grand public, quoi. Ça vient du format en fait. Je pense que autant le livre et la lecture, je pense qu'on est habitué à un format plus long où justement on peut réfléchir, on peut s'arrêter, se poser des questions, se dire mais là pourquoi il me montre ça, qu'est-ce que c'est? Autant je pense que le format de la vidéo, notre époque, dans notre société, on est habitué à ce que ça soit du divertissement. Les documentaires, il faut qu'ils soient jolis et je trouve qu'il y a par exemple plein de documentaires archéologiques où on voit quelqu'un qui se déguise en archéologue et qui va raconter une histoire incroyable, un peu style péplum, tout ça machin. Je pense que ça vient plus du format. On ne s'attend pas en fait à recevoir quelque chose d'autre que du divertissement. Je leur laisse une bouteille. L'archéologie, c'est un outil parce que on ne fait pas de l'archéologie parce qu'on aime creuser, on fait de l'archéologie parce qu'on aime étudier ce qu'on a trouvé en creusant. Donc c'est une méthode et comme toute méthode, elle peut évoluer. L'archéologie d'il y a 100 ans, c'est pas la même archéologie que maintenant et très certainement que dans 20, 30, 50 ans, 100 ans, ça aura déjà beaucoup changé. Purement, basiquement, c'est une récolte de données. J'ai quand même l'impression qu'on est un peu plus méticuleux qu'avant. Et pour reprendre une phrase qu'un prof m'a dit un jour, en rigolant, les fouilles c'était mieux avant, les données c'est quand même vachement mieux maintenant. Donc l'archéologie, ça sert à pouvoir travailler après. Quelqu'un qui est archéologue, il ne fait pas que fouiller, sinon il a le temps de rien d'étudier ou il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse et je trouve que c'est dommage de se couper, quoi.